Alors effectivement, le concept de société du spectacle, c'est pas très facile à présenter dans la mesure où c'est un concept qui a connu une grande diffusion dans les 30 à 40 dernières années, mais parfois, souvent même, au prix de nombreux malentendus, puisque la plupart du temps, par société du spectacle, on entend l'hégémonie des médias dans la sphère publique ou l'avènement au XXe siècle d'une sorte de civilisation de l'image. Alors je préfère le dire tout de suite, ce sont là uniquement les aspects les plus superficiels du concept de spectacle, tel qu'il est défini, utilisé par les situationnistes et par Guy Debord en particulier à partir de la fin des années 50 et notamment dans son ouvrage qui reste le plus connu, l'ouvrage éponyme La Société du spectacle, paru en 1967 aux éditions Buchet-Chastel, et puis après, qui a fait l'objet de nombreuses rééditions, aux éditions Champs Libres en 1971, puis aux éditions Gallimard, et on le trouve actuellement en poche chez cet éditeur. Donc j'ai dit, les images, les médias, c'est l'aspect uniquement le plus superficiel du concept de société du spectacle et du phénomène. Et Debord a pris soin de le préciser dans ce livre-là, justement. Il dit le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un monde de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Il n'est pas un ensemble d'images, il est un rapport social entre des personnes, médiatisées par des images. Et il ajoute dans un autre passage du même livre, les moyens de communication de masse ne sont donc qu'un aspect restreint du spectacle, une manifestation superficielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la société du spectacle ? Je vais essayer de vous faire comprendre le concept tel qu'il a été théorisé par Debord et les situationnistes, et pour cela, je vais en fait revenir à ses origines, au contexte dans lequel il est apparu. Donc on est en 1957-58, et Debord parle de spectacle à plusieurs reprises, d'une manière qui n'est pas encore clairement définie, aussi bien dans le document fondateur de l'Internationale situationniste, un document qui s'appelle le Rapport sur la construction des situations, que dans les premiers numéros de la revue du mouvement qui s'appelle Internationale situationniste. Et dans ces documents, pour analyser la société de son temps, Guy Debord utilise une métaphore. La société contemporaine peut être vue comme une salle, un peu comme vous, enfin, d'ailleurs on est dans un spectacle, comme une salle où les gens regardent une pièce de théâtre qui leur montre ce que pourrait être leur propre vie. Le fait de regarder cette pièce les empêche concrètement d'agir. Ils restent passifs face à cette représentation, tout en s'identifiant psychologiquement à ce qui se passe sur la scène. C'est donc ce rapport de contemplation d'une activité qui se déroule indépendamment du spectateur qui va être analysé par les situationnistes comme le fondement des rapports sociaux dans la société contemporaine. Les gens ne vivent pas, ils se contentent de regarder leur propre vie telle qu'elle leur est donnée à contempler. D'où le fait que Debord parle de la non-intervention comme principe même du spectacle. En fait, l'analyse de Debord et des situationnistes s'inspire beaucoup de la critique du théâtre classique qui est faite par un dramaturge allemand, Bertolt Brecht, dont les théories sont découvertes par le public français dans les années 1950. Voici par exemple ce que Brecht écrit dans un passage de son Petit Organon, un de ses traités théoriques, un passage dans lequel la description du spectacle au théâtre anticipe de manière étonnante celle que les situationnistes vont bientôt faire du spectacle au sens social du terme. Je vous lis le passage en question. Voilà comment Brecht décrit le théâtre. Autour de nous, des silhouettes immobiles, plongées dans un état étrange. Ces spectateurs semblent tendre tous leurs muscles dans un violent effort ou s'abandonner à un état de profond épuisement. Aucune communication des uns aux autres, on dirait une réunion de dormeurs qu'agitent de mauvais rêves. Ils ne regardent pas, ils boivent du regard. Ils n'écoutent pas, ils absorbent par les oreilles. Regarder et écouter sont des activités plaisantes à l'occasion, mais ces gens semblent dispensés de toute activité et comme manœuvrés à leur insu. L'état d'égarement dans lequel ils sont plongés, livrés, semble-t-il, à des impressions confuses mais violentes, est d'autant plus profond que les acteurs sont meilleurs. Fin de la citation. Donc chez Brecht, on voit que le spectacle se caractérise comme un dispositif de captation de l'attention qui organise la passivité des spectateurs en les isolant les uns à côté des autres et en les faisant réagir sur commande par le biais d'émotions primaires qui sont habilement provoquées. Tout cela ressemblant plus à un sommeil agité de cauchemar qu'à la réalité d'une salle de théâtre. Et c'est exactement dans les mêmes termes, parfois avec les mêmes catégories, que Debord caractérise le spectacle à la fin des années 50 et pendant les années 60, lorsqu'il met en relief l'analogie existant entre le théâtre et l'ensemble de la société.
Dans un cas comme dans l'autre, on a une masse de spectateurs, un public, qui assiste à un ensemble d'événements de la vie sans pouvoir y intervenir, comme dans un rêve. Pour Brecht, la force de ce spectacle, son pouvoir de fascination, provient uniquement du fait que les foules s'identifient aux héros et aux scènes qui leur sont donnés à voir. Et c'est précisément cette identification que le théâtre de Brecht visera à briser en sortant des cadres du théâtre traditionnel. Je vais revenir un petit peu après là-dessus. Pour les situationnistes, on a finalement là la problématique centrale du spectacle dans la vie aujourd'hui, cette problématique de l'identification qu'ils vont transférer du champ esthétique au champ social. Le phénomène de l'identification psychologique du spectateur à la chose contemplée, qu'il s'agisse d'un personnage dans lequel il se reconnaît, d'une situation dans laquelle il se projette, ou d'un objet à forte valeur symbolique. Cette identification produit à chaque fois un double effet de sidération et d'adhésion par lequel le spectateur, bien qu'il soit maintenu à distance dans un état de passivité, participe affectivement à ce qui lui est donné à voir. Et c'est pour ça que le spectacle peut se maintenir dans le temps. Et c'est cette identification que les situationnistes veulent rompre pour engager les gens à faire leur propre vie, à construire les situations de leur vie quotidienne, d'où l'appellation du mouvement qui est le mouvement situationniste. Alors, on a parlé du théâtre jusqu'à présent, mais il ne faut pas oublier que Debord est aussi un cinéaste. Vous le voyez d'ailleurs dans l'exposition à plusieurs reprises, puisqu'il y a une ponctuation dans les vitrines qui montre les documents liés à la réalisation de ces films. Les premières années de son activité d'avant-garde sont occupées par une activité cinématographique qui est régulière. En 1952, il réalise un film qui s'intitule « Hurlement en faveur de Sade », qui d'ailleurs est un bon exemple de négation du spectacle au cinéma. En 1959, Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Et en 1961, Critique de la séparation. Donc, son activité de créateur s'accompagne aussi d'une réflexion sur le cinéma qu'il cherche de toute manière dans chacun de ses films à déconstruire, d'une manière ou d'une autre. Or, pour Debord, le cinéma est non seulement une forme modernisée du théâtre, mais il va plus loin dans le sens du spectacle lui-même. C'est-à-dire qu'en tant qu'industrie, par exemple avec les superproductions hollywoodiennes, le cinéma produit un effet d'identification supérieur au théâtre. Les personnages auxquels le public s'identifie ne sont plus seulement les héros, les individus fictifs qui sont interprétés par les acteurs, mais en fait ce sont les acteurs eux-mêmes auxquels le public s'identifie. Donc les vedettes, les stars, les célébrités, toutes les personnalités qui sont entourées d'une aura de gloire et qui sont présentes dans les films. Dans un film qu'il réalise à la même époque, un film à caractère documentaire, enfin expérimental et documentaire à la fois, Debord explique, je cite le passage en question, c'est un passage qui est diffusé en voix off en fait dans le film. En dernière analyse, ce n'est ni le talent, ni l'absence de talent, ni même l'industrie cinématographique ou la publicité, c'est le besoin qu'on a d'elle qui crée la star. C'est la misère du besoin, c'est la vie morne et anonyme qui voudrait s'élargir aux dimensions de la vie de cinéma. La vie imaginaire de l'écran est le produit de ce besoin réel. La star est la projection de ce besoin. Ici se trouve donc formulé... fin de la citation, et c'est moi qui reprends. Et ici, dans ce passage que je viens de vous lire, se trouve formulé le secret de longévité du spectacle, et donc de la société moderne en tant qu'elle partage avec lui un principe de non-intervention, comme je disais tout à l'heure. Le spectacle, parce qu'il donne au public, par les mécanismes de l'identification psychologique dont j'ai parlé, la possibilité de vivre une vie dont il est concrètement éloigné dans les faits, le spectacle exerce également un effet compensatoire. Il reconstitue l'illusion d'une activité dans les conditions mêmes de la passivité. C'est une forme de vie par procuration, si vous voulez. À cela, il faut ajouter que le spectacle cinématographique, mais aussi bien le spectacle théâtral, repose toujours sur la séparation entre le public et la chose contemplée, et donc aussi la séparation entre les spectateurs eux-mêmes, qui sont simplement juxtaposés dans une salle, comme vous l'êtes. La relation établie entre le public et l'objet de sa contemplation est donc à sens unique. Bon, là, ça ne sera pas le cas, puisque après, j'espère bien qu'il y aura des questions. Et cette relation vient se substituer aux rapports sociaux de rencontres, de discussions, de coopération, qui peuvent s'engager dans une foule qui est réunie autour d'un même événement. Donc le spectacle, pour Debord, procède au remplacement d'une communication et d'une activité qui sont absentes. Parce qu'il empêche de s'établir toute forme de communauté agissante, immédiate, parce qu'il réorganise la masse des individus atomisés autour de la réception passive des signes du spectacle,
il est finalement une forme de pseudo-communication. Et ça, c'est un terme qui revient très régulièrement dans les écrits des situationnistes. On est dans une société de non-communication en dépit de tous les moyens de communication dont on dispose. Alors, dans les années 60, les situationnistes vont développer cette analyse de la société contemporaine en construisant une nouvelle théorie qui est liée à elle, et que vous allez voir que c'est encore lié au théâtre et au cinéma. C'est une théorie des rôles sociaux. On la trouve notamment chez Raoul Vaneigem au moment de son entrée dans l'internationale situationniste en 1961. Vaneigem qui s'inspire lui-même des travaux d'Henri Lefebvre à la même époque, qui est un sociologue dont je parlerai tout à l'heure. Au début des années 60, le mouvement situationniste met l'accent sur une analyse plus marxiste en fait, de la société, puisque vous avez vu que jusque-là, on utilise des concepts qui viennent vraiment du monde de l'art. Au contraire, à partir des années 60, les situationnistes se tournent vers l'œuvre de Marx pour réinterpréter d'une manière différente ce qu'ils avaient déjà formulé dans les années 50. Cette théorie des rôles sociaux va continuer de mobiliser les catégories théâtrales pour comprendre le spectacle en tant que fabrication concrète de l'aliénation, je cite une expression situationniste, dans chacune des situations où l'existence est finalement soumise à l'expansion de l'économie capitaliste et à toutes les formes d'organisation qui sont déterminées par le capitalisme. Alors pour Vaneigem, qui est le principal théoricien de cette théorie chez les situationnistes, la société capitaliste, en fait, distribue des rôles à chaque individu. Et chaque individu doit se conformer à ce rôle pour obtenir une reconnaissance de la part des institutions, mais même plus généralement de la part de ses semblables. Je cite un passage de Raoul Vaneigem dans son ouvrage qui s'appelle « Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations ». Voilà ce qu'il dit. « 100 fois par jour, je cesse d'être moi-même pour me glisser dans la peau des personnages dont je ne veux assumer pourtant ni les préoccupations ni la signification. Dans la vie quotidienne, les rôles imprègnent l'individu, ils le tiennent éloigné de ce qu'il est et de ce qu'il veut être authentiquement. Les rôles sont l'aliénation incrustée dans le vécu. » Alors peut-être ça vous semble un petit peu abstrait, Vaneigem va donner tout de suite un exemple de la succession de rôles qu'adopte un individu en une journée. Donc c'est l'individu standard des années 60, on pourrait faire la même analyse avec la société contemporaine. Je cite à nouveau Vaneigem. « Voici un homme de 35 ans. Chaque matin, il prend sa voiture, entre au bureau, classe des fiches, déjeune en ville, joue au poker, rentre au bureau pour reclasser des fiches, quitte le travail, boit 2 ricards, rentre chez lui, retrouve sa femme, embrasse ses enfants, mange un steak sur un fond de télévision, se couche, fait l'amour, s'endort. Ainsi, notre homme a successivement assumé le rôle de l'automobiliste, de l'employé, du client, du joueur, du téléspectateur, du bon époux et du bon père de famille. » Alors, Vaneigem pose la question, qui réduit la vie d'un homme à cette pitoyable série de clichés ? Un journaliste, un policier, un enquêteur, un romancier ? Pas le moins du monde, c'est lui-même. C'est l'homme dont je parle qui s'efforce de décomposer sa journée en une suite de poses choisies, plus ou moins inconsciemment, parmi la gamme des stéréotypes dominants. Les rôles assumés l'un après l'autre lui procurent un chatouillement de satisfaction quand il réussit à les modeler fidèlement sur les stéréotypes. La satisfaction du rôle bien rempli, il l'attire de sa véhémence à s'éloigner de lui-même, à se renier, à se sacrifier. Alors, la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est comment s'opposer à cette aliénation consentie, puisque ça c'est assez important chez les situationnistes, c'est pas uniquement une oppression qui est exercée d'en haut, c'est aussi quelque chose à quoi on consent, chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut démanteler cette gigantesque fabrique de la soumission volontaire qu'est la société du spectacle ? C'est ici, encore une fois, que les situationnistes vont s'inspirer de Brecht, ou en tout cas se rapprocher des propositions que Brecht proposait pour rompre avec le principe d'identification. Face au pouvoir hypnotique du spectacle, Brecht proposait la mise en place de ce qu'il appelait des procédés de distanciation. En fait, il s'agissait pour lui de créer un effet d'étrangeté, donc par exemple le fait qu'un acteur déclame son texte d'une manière qui est complètement inappropriée, et par cet effet d'étrangeté, le sujet, donc le spectateur, cessait d'adhérer à la situation à laquelle il assistait et finissait par voir cette situation et finalement le monde environnant comme... Il cessait de voir cette situation et le monde environnant comme quelque chose qui allait de soi. Et c'est ce que les situationnistes proposent en fait, c'est de créer aussi des effets de distanciation non plus au théâtre mais dans la vie quotidienne, afin que les gens cessent de considérer tout comme évident, comme allant de soi.
Et à partir de là, s'ensuit un processus de remise en question des évidences sociales, dans lesquelles on vit nous tous tous les jours, un processus dont les potentialités politiques doivent être exploitées évidemment dans un sens révolutionnaire, puisque les situationnistes sont avant tout des révolutionnaires. Alors cet effet de distanciation que les situationnistes vont vouloir produire, ils vont essayer de le produire en provoquant des ruptures dans l'ordre social, dans la vie quotidienne, qui obligent les individus à sortir de leur rôle, de telle sorte que soit créé, pour reprendre une phrase célèbre de Marx qu'utilisent les situationnistes, afin que soit créée la situation qui rende impossible tout retour en arrière. Donc en fait, multiplier les situations étranges, paradoxales, scandaleuses, jusqu'à ce qu'on en arrive à la situation révolutionnaire dans laquelle c'est l'ordre social lui-même qui est mis en question et qui est renversé. Un autre exemple de ce processus de mise en question par une distanciation, c'est ce que proposent les situationnistes, notamment dans le rapport à l'espace urbain. Donc, pour ceux qui ont déjà vu l'exposition ou qui connaissent un peu le mouvement situationniste a commencé justement sur un questionnement de l'architecture et de l'urbanisme dans les sociétés contemporaines. Dans le point 4 d'un programme d'urbanisme unitaire qui était proposé par Van Hegem et Attila Kotani en 1961, donc deux membres du mouvement, ils écrivaient la totalité du spectacle qui tend à intégrer la population se manifeste aussi bien comme aménagement des villes et comme réseau permanent d'information. C'est un cadre solide pour protéger les conditions existantes de la vie, et notre premier travail, donc à nous situationnistes, est de permettre aux gens de cesser de s'identifier à l'environnement et aux conduites modèles. Et ce petit texte est intitulé précisément « La distanciation devant le spectacle urbain ». Donc on voit une référence transparente aux théories brechtiennes. L'image que vous avez là, c'est une image de Sarcelles, qui est un bon exemple de toutes les villes qui se construisent, les villes nouvelles qui se construisent à l'époque en banlieue pour répondre à la crise du logement, mais dans lesquelles les situationnistes analysent au contraire une sorte à la fois de standardisation des existences et de contrôle social accru sur la vie quotidienne des habitants des banlieues. Donc vous voyez bien que le spectacle procède pas uniquement par les moyens de communication, par la télévision, par le cinéma, etc., mais procède aussi par la construction d'un environnement qui véhicule des comportements, des attitudes qui sont déjà précontraints, prédéterminés. Alors, à partir des années 60, je le disais tout à l'heure, les situationnistes réinterprètent ce concept de spectacle sous une forme marxiste. Pendant toute la période qui va de la fin des années 50 au début des années 60, Debord se livre à un travail de réappropriation des concepts de Marx et d'une tradition marxiste critique, par-delà les déformations qui ont pu y être introduites par les disciples de Lénine ou de Staline. Ce qui n'est pas une mince affaire à l'époque, puisqu'on sait très bien que c'est le Parti communiste français qui occupe le devant de la scène. Alors, Debord est convaincu d'une chose, c'est qu'il y a dans les textes de Marx une analyse de la société contemporaine qui est toujours valable, en dépit de l'écoulement de plus d'un siècle. Une théorie qui représente encore une véritable force de libération et qu'on peut même retourner contre les systèmes politiques qui se réclament faussement du marxisme, comme l'URSS ou la Chine de Mao. Pour se réapproprier cette tradition marxienne critique, Debord va s'appuyer sur un certain nombre d'interprétations de la pensée de Marx qui ont été marginalisées, voire censurées dans l'entre-deux-guerres. Et donc il va s'appuyer sur les auteurs maudits de ce qu'on appelle la tradition marxiste hérétique. Je vais en citer juste quelques-uns, pour ne pas vous assommer. C'est des auteurs qui ont été relativement oubliés aujourd'hui, mais qui seraient sans doute bons de relire. Un auteur comme Georgi Lukács, avec un livre qui s'intitule « Histoire et conscience de classe », qui est paru en 1923. Un autre auteur comme Karl Korsch, avec Marxisme et philosophie, qui, alors lui par contre a été réédité l'année dernière. Ou bien encore un courant intellectuel et surtout politique, qui est le communisme de conseil, avec des auteurs comme Anton Pankow ou Paul Matic. Qu'est-ce que c'est que le communisme de conseil ? C'est des marxistes qui défendent l'idée que le communisme ne doit pas s'incarner dans une dictature, mais au contraire dans un système où les usines et les entreprises sont administrées par les travailleurs eux-mêmes, au sein d'assemblées où règne la démocratie directe, qui remplacerait ainsi toute forme d'État. Donc ce sont des marxistes qui finalement sont assez proches des anarchistes dans leur analyse, dans leur programme politique. Voilà tous les auteurs, rapidement esquissés, que Debord va lire, relire à la fin des années 50, surtout au début des années 60. Parmi ses contemporains, parmi ceux qui sont encore vivants, Debord va aussi rentrer en contact avec des penseurs et des militants qui lui font voir le marxisme sous un nouveau jour et qui vont lui permettre de réinterpréter la théorie du spectacle de manière différente.
J'en retiens deux simplement, plus importants que les autres peut-être. Henri Lefebvre, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un philosophe et sociologue, qui a appartenu au Parti communiste, mais qui s'en est éloigné parce que ce parti était incapable de se déstaliniser. Et Henri Lefebvre est notamment l'auteur d'une critique de la vie quotidienne, qui va beaucoup inspirer les situationnistes. Et puis, à côté d'Henri Lefebvre, il y a un autre collectif qui va être important pour Debord, c'est le groupe Socialisme ou Barbarie, qui est réuni à l'époque autour de Cornelius Castoriadis. Ce groupe-là retrouve les intuitions du communisme de conseil dans l'entre-deux-guerres, et met lui aussi en avant l'idée d'une gestion directe de la production et même de la vie sociale en général par les travailleurs eux-mêmes au sein des conseils ouvriers, donc ces assemblées dont je parlais tout à l'heure, des assemblées de base. Alors chez Debord, l'influence du marxisme, qui est assimilée à travers le passage dans ces groupes, va se faire sentir notamment dans l'utilisation de la théorie du spectacle pour analyser la lutte des classes dans le monde du travail. Debord pose comme axiome général que, je cite, « l'extériorité du spectacle par rapport à l'homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente ». Exactement comme dans ce petit schéma-là, qui est une reproduction d'un schéma d'ergonomie qui figure dans la revue internationale situationniste en 61. Vous voyez bien, les gestes du travailleur ne lui appartiennent plus, en fait, on les lui représente et on les modélise de sorte qu'il y soit contraint. Et c'est bien ce qui se passe effectivement dans l'ensemble de la production capitaliste, pas uniquement d'ailleurs dans le monde de l'usine. Le travailleur ne se voit plus laisser d'initiative, son comportement lui est dicté non seulement par ses supérieurs hiérarchiques, les patrons, etc., mais par toute la structure technique et organisationnelle de l'entreprise moderne. Le taylorisme sur les chaînes de montage, c'est évident, mais aussi le management dans les bureaux des grandes entreprises. Tout cela n'est que la mise en forme doctrinale, idéologique, organisationnelle de cette dépossession généralisée du travailleur par rapport à sa propre activité de production. Donc dans ce sens-là, pour les situationnistes, même le travail peut être défini comme un spectacle, puisque la division du travail, le fait qu'il y a des dirigeants et des exécutants, contribue à faire du travail, je cite une expression qu'ils utilisent souvent, une activité passive, donc une sorte de paradoxe. C'est un paradoxe qui en fait est emprunté à Marx lui-même, puisque Marx, dans ses écrits de jeunesse, définit le travail de l'ouvrier comme une activité étrangère qui ne lui appartient pas, une activité qui est une passivité, puisqu'en fait la loi de l'activité c'est qu'elle soit libre. De la même manière, Georgi Lukács, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc cet auteur marxiste, dans Histoire et conscience de classe en 1923, écrit que la mécanisation de la production fait du travailleur le spectateur impuissant de tout ce qui arrive à sa propre existence, une parcelle isolée et intégrée à un système étranger. Il dit encore « La caractéristique principale de la production capitaliste réside dans la séparation généralisée du travailleur et de son produit. » Et effectivement, à aucun moment, l'ouvrier ou l'employé, en fait chacun d'entre nous lorsqu'on est dans le monde du travail, à aucun moment on ne contrôle les fins de sa propre activité, les formes que cette activité peut prendre, ou le temps qu'on y emploie. Le spectacle est donc, dit Debord, ce qui échappe à l'activité des hommes, à la reconsidération et à la correction de leur œuvre. Seuls les dirigeants ont le pouvoir de définir les objectifs de la production, et ce sont aussi, vous remarquerez, les seuls qui sont capables d'en comprendre les moyens et les fins à l'échelle de l'entreprise dans sa globalité. Donc, du point de vue des subordonnés, le travail dans la société du spectacle est ramené à une exécution pure, et il est donc rendu absurde. Alors pour contrer l'ennui, l'abattement ou même la résistance du travailleur face aux exigences de l'économie marchande, dans sa phase notamment la plus productiviste, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les 30 glorieuses, différents modes de compensation spectaculaire vont être mis à la disposition du travailleur qui correspondent, encore une fois, à autant de rôles. Le travailleur peut compenser la dureté de son activité, par exemple, en s'identifiant à la marque pour laquelle il travaille, ou à son entreprise, comme si cette entreprise constituait une famille ou une communauté. Il peut également, sur le modèle américain du self-made man, s'identifier à son patron, en espérant atteindre par un effort quotidien le statut de dirigeant. Ou encore sur le modèle russe du stakhanovisme, il peut s'identifier à une figure qu'on lui a donné à voir, qui est celle de l'ouvrier irréprochable, Stakhanov, récompensé de sa constance et de son dévouement
par tout un ensemble de gratifications symboliques ou même financières. Mais la compensation la plus simple réside encore, pour Debord et les situationnistes, en dehors de la sphère de la production, en dehors du monde du travail, dans le fait que la rémunération qu'on touche permet d'accéder à une abondance des biens de consommation. Puisque Debord nous dit le capitalisme ayant de l'atelier au laboratoire vidé l'activité productrice de toute signification pour elle-même, le capitalisme s'est efforcé de placer le sens de la vie dans les loisirs et de réorienter à partir de là l'activité productrice. Et Debord continue, pour la morale qui prévaut aujourd'hui, la production étant l'enfer, la vraie vie serait la consommation, l'usage des biens. Donc les paradis marchands, si vous voulez. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on pourrait essayer de récupérer de la vie qu'on a perdue dans le travail est nécessairement voué à décevoir. C'est une tentative de récupération qui est vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours aliénée au fait que les objets et les divertissements désirés ne sont disponibles qu'en tant que marchandises. Le développement de la société de consommation, de l'industrie des loisirs, finalement, c'est une colonisation de la vie quotidienne, disent les situationnistes, puisque le spectacle, c'est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Et encore une fois, le fait que les biens produits par tous ne soient disponibles qu'à travers une médiation monétaire, à travers l'argent, n'est pas suffisant à résumer l'aliénation qui est contenue dans la consommation. Les situationnistes se portent aussi sur le terrain de la propagande par rapport à cette consommation, en montrant que les biens qui sont produits n'ont de valeur consommable que dans la mesure où ils ont été donnés à voir, dans la mesure où ils ont été objets de contemplation. Et c'est notamment le rôle de la publicité. La mystification fondamentale de la publicité pour les situationnistes, c'est d'associer des idées de bonheur à des objets, à la télévision, à l'automobile, à l'électroménager, à des vêtements, comme ici une publicité pour un jean, dans lequel d'ailleurs les situationnistes ont repris cette publicité parce qu'il y a un jeu de mots assez sarcastique. C'est la proclamation d'indépendance de la marchandise vis-à-vis de ceux qui l'ont produite. Donc pour les situationnistes, la publicité est une forme de propagande dans laquelle chaque marchandise est à la fois objet et image. Et la publicité est toujours une médiation vers une représentation du bonheur matériel. Pour le consommateur, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, l'attente perpétuelle de ce bonheur qu'entretient le spectacle est sanctionnée à chaque achat de marchandises par une nouvelle déception, mais relancée tout aussi régulièrement par l'espoir d'une satisfaction prochaine. Et la raison de ce cycle infernal, c'est la contradiction entre l'aura qui est conférée à la marchandise, qui postule toujours son unicité absolue, c'est l'objet qu'il vous faut, le seul objet qui vous convient à vous seul. Il y a une contradiction entre cette singularité magique de la marchandise et en même temps l'infrastructure industrielle qui en a permis la reproduction multiple, la diffusion à grande échelle et donc en fait la banalisation. C'est-à-dire qu'on croit toujours acheter la marchandise unique et on se retrouve toujours avec le même vêtement que le voisin. En dernière analyse, la sphère des loisirs reste donc toujours soumise à la sphère du travail pour les situationnistes, puisque c'est seulement la vente de la force de travail qui permet à l'individu d'accéder aux loisirs, parce que ces loisirs sont eux-mêmes toujours une consommation de marchandises. Et en outre, les situationnistes ajoutent que l'activité la vie passée dans les loisirs n'est finalement qu'une activité passive, c'est-à-dire qu'ils inversent ce qui se passe dans le monde du travail où on voit une activité passive. Au contraire, la consommation, c'est une passivité active. La passivité du consommateur, c'est à nouveau une citation de la revue internationale situationniste, la passivité du consommateur est toujours, en dernière analyse, une passivité active. En tant que spectateur, le consommateur a pour fonction d'assimiler des rôles pour les tenir ensuite selon les normes officielles, y compris en dehors du monde du travail. Donc, comme on l'a vu, le consommateur se laisse conditionner passivement par des stéréotypes qui lui sont communiqués par la publicité, par la télévision, etc. Mais lui aussi modèle son comportement de manière active sur les stéréotypes sociaux qu'on lui a donnés en spectacle. Et là où se déploie l'abondance des marchandises, se déploie également une abondance de rôles donnant l'illusion du choix entre des types de personnalités et des styles de vie qui sont disponibles sur le marché, que chacun d'entre nous va adopter, et qui sont tous prêts à servir de modèle d'identification. Alors voilà le constat assez sombre de l'époque contemporaine.
et les situationnistes étant des révolutionnaires, la question se pose de comment en finir avec cette situation. Alors, dans les années 60, pour beaucoup de gens, le socialisme réellement existant représente une alternative au capitalisme. Que cette alternative soit incarnée dans la Russie dite soviétique, dans la Yougoslavie autogestionnaire de Tito, ou dans la Chine de Mao, comme que vous voyez là représentée à travers une cérémonie de masse. Pour beaucoup de révolutionnaires qui sont sincères, le ralliement aux syndicats et aux partis communistes occidentaux semble être la traduction pratique d'une adhésion aux idéaux du mouvement ouvrier, du communisme. Et c'est une erreur dans laquelle les situationnistes à l'époque ne sont pas tombés. Pour eux, la division du monde en deux blocs, c'est-à-dire en fait l'opposition entre l'Est et l'Ouest, qui a fait les beaux jours de la guerre froide, cette division du monde n'est en fait qu'une division du monde pour des tâches spectaculaires qui permettent de conserver l'ensemble de l'ordre existant. Puisque les situationnistes ne croient pas que les régimes qui existent en URSS et dans les pays de l'Est sont de nature socialiste. Au contraire, ils dénoncent dans ces pays l'établissement et le développement d'un nouveau modèle d'exploitation qu'ils appellent le capitalisme bureaucratique d'État. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces pays, il y a bien encore un système capitaliste. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler pour gagner un salaire, pour pouvoir acheter des biens avec lesquels ils vont vivre. Donc on a bien affaire à des régimes capitalistes. Mais en revanche, la bourgeoisie, le patronat ont complètement disparu et ont été remplacés par une bureaucratie qui est celle du parti dirigeant. D'où l'appellation capitalisme bureaucratique d'État. C'est pas un collectivisme, parce que le collectivisme, ça voudrait dire que tout est mis en commun. Or, au contraire, il y a bien une élite dans la société qui possède, sous le régime de la propriété privée, mais à travers l'État, une partie des usines et de l'appareil de production. Alors, les situationnistes disent, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là ? Finalement, dans ces pays-là, il règne exactement la même logique que dans les pays dits libéraux ou les pays de capitalisme privé, c'est que la représentation s'est opposée à la vie réelle. Dans les pays de l'Est, la représentation ouvrière s'est opposée radicalement à la classe ouvrière. Le parti s'est opposé en fait à ce dont il est censé être l'expression, la classe ouvrière qui est censée avoir conquis le pouvoir. Alors, et ça fonctionne dans les pays de l'Est, mais ça fonctionne aussi à l'Ouest, à travers les partis communistes et les syndicats qui sont rattachés à l'URSS. Donc, dans les pays occidentaux, je cite les situationnistes une nouvelle fois, les syndicats et les partis politiques forgés par la classe ouvrière pour sa propre émancipation sont devenus de simples régulateurs du système, la propriété privée de dirigeants qui travaillent à leur émancipation particulière, on peut penser à des syndicalistes bien connus aujourd'hui, et qui trouvent un statut dans la classe dirigeante d'une société qu'ils ne pensent jamais mettre en question. Ils sont donc le complément statique à l'autorégulation du capitalisme, la contradiction indispensable au maintien de son humanisme policier. Fin de la citation. Le problème central de la politique révolutionnaire pour les situationnistes, c'est que le spectacle n'a jamais été remis en cause en tant que rapport social, sauf dans de rares moments révolutionnaires, et qu'il tend toujours à se reconstituer à l'intérieur même des organisations qui ont été constituées pour renverser la société dominante. Même parmi les mouvements d'extrême gauche qui tentent d'ébaucher une politique révolutionnaire qui serait dégagée de la tutelle de Moscou, ou alors des conceptions organisationnelles de Lénine, cette politique en vient toujours à se réduire à une activité spécialisée qui est celle des chefs de groupe ou des chefs de parti, qui puisent dans la passivité de leurs militants la force de leur pouvoir. D'une manière générale, pour Debord et les situationnistes, toute forme de politique qui s'exerce au sein d'un parti ou d'un État, quel qu'il soit, est déjà une expression du spectacle régnant, puisque à chaque fois, même dans les structures dites démocratiques, il y a une opposition entre la masse et l'élite. L'élite étant censée représenter la masse, et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une représentation indépendante qui existe, elle se fait en opposition à la vie et donc aux masses qui sont dominées. Alors au bilan, pour résumer la situation, dans les pays où règne l'économie de libre marché, on a affaire à ce que Debord appelle du spectaculaire diffus, à travers l'illusion de choix que donne l'abondance des marchandises, de même que l'abondance des opinions qui sont présentes sur le marché électoral. Tandis que dans les pays où l'économie est administrée par un État et un parti bureaucratique, on a affaire à ce que Debord appelle le spectaculaire concentré, c'est-à-dire qu'il est concentré dans le parti communiste, dans ses dirigeants et dans son idéologie. Cette situation, elle peut sembler bien verrouillée.
Mais l'extension et le renforcement de la société du spectacle ne signifie pas pour autant que la population soit satisfaite de ces nouvelles conditions d'existence, ni que l'ouvrier se soit résigné à sa condition de consommateur passif. Alors les situationnistes vont à partir de là théoriser le moyen de transformation révolutionnaire de la société qui ne doit plus partir ni d'organisations politiques révolutionnaires, ni d'une activité des masses au sein de mouvements dans lesquels ces masses deviendraient anonymes. Au contraire, il s'agit de revenir pour chacun d'entre nous, pour chaque individu, à ce que les situationnistes appellent la subjectivité, c'est-à-dire la manière que chacun a de sentir et de se représenter le monde environnant, et de résister à l'objectivation, à la transformation en chose de cette subjectivité. Donc pour les situationnistes, être révolutionnaire consiste à cesser de voir avec les yeux de la communauté, de l'idéologie, de la famille, et je cite Vaneigem, c'est être révolutionnaire, c'est se saisir soi-même comme point de départ et comme centre. Tout fondé sur la subjectivité et suivre sa volonté subjective d'être tout. Pour le dire autrement, contre les besoins de consommation que crée de toutes pièces et que stimule sans arrêt l'industrie, l'individu doit affirmer la réalité et le caractère impérieux de ses propres désirs. Et ça, c'est une thématique qui revient de manière très régulière chez les situationnistes. L'importance du désir contre le besoin façonné, fabriqué par l'industrie. Chacun doit prendre conscience que finalement tous les hommes obéissent à une volonté de se réaliser de manière authentique et que leur subjectivité se renforce de cette volonté subjective perçue chez d'autres. Donc les situationnistes vont envisager la création d'un nouveau mouvement révolutionnaire à partir de cette prise de conscience de désir commun qui, déjà, à partir d'une tentative de réalisation, commence à subvertir l'ordre dominant. C'est pourquoi ils vont accorder une grande importance à toutes les luttes des années 60 qui émergent à l'époque et qui sortent des cadres traditionnels de l'action politique. Donc, par exemple, pour eux, ça va être l'émergence d'une nouvelle catégorie de population qui sont les blousons noirs, qui souvent viennent de la classe ouvrière, mais qui refusent le travail, et qui vivent dans cet environnement spectaculaire, typique des années 50 et 60, que sont les grands ensembles. Mais un autre type d'action originale, de lutte, de révolte spontanée qui émerge à cette époque-là, c'est par exemple les ouvriers qui se mettent en grève pendant l'hiver 1960-1961 en Belgique, avec une grève générale, mais une grève générale qui se déroule en dehors des syndicats et même contre les syndicats. Donc on a là une forme de grève sauvage que les situationnistes mettent en avant comme une première émergence de quelque chose de réellement subversif dans la société du spectacle. Ou bien encore un autre exemple, ce sont en 1965 les émeutes de Watts à Los Angeles, dans lesquelles la population noire va notamment se livrer au saccage des supermarchés. Et pour les situationnistes, le saccage de ces supermarchés, le vol et le pillage sont des activités, enfin des actions subversives en elles-mêmes, puisque les populations qui se livrent à ces actes-là refusent de suivre la règle qui prédomine dans la société du spectacle, à savoir qu'il faut travailler pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir acheter les marchandises. Là, au contraire, sans médiation, on s'empare des marchandises telles qu'elles sont données à voir par le spectacle. D'une manière générale, les situationnistes écrivent en 1966 avec une clairvoyance étonnante si on considère les événements qui vont arriver 2 ans plus tard avec mai 68. Ils considèrent que, je cite, « la révolte de la jeunesse contre le mode de vie qu'on lui impose n'est en réalité que le signe avant-coureur d'une subversion plus vaste qui englobera l'ensemble de ceux qui éprouvent de plus en plus l'impossibilité de vivre, le prélude, et donc ces révoltes constituent le prélude à la prochaine époque révolutionnaire. » Alors on pourrait revenir plus en détail si vous voulez sur ces nouvelles formes d'action subversive que revendiquent les situationnistes, mais je voudrais simplement conclure sur le devenir de la théorie du spectacle chez Debord. Qu'est-ce que ça devient en fait après 68 ? Qu'est-ce qui reste finalement de cette théorie ? Alors en 68, la société du spectacle elle a été ébranlée par un mouvement de révolte qui a fait sortir les gens de leur passivité et qui a touché aussi bien l'économie capitaliste, avec une grève générale pendant plus d'1 mois, que l'adhésion de la population à des rôles sociaux prédéterminés, avec par exemple le refus des intellectuels de rester dans le champ des spécialistes du pouvoir, le refus des femmes de s'inscrire dans l'alternative femme fatale ou femme au foyer, ou encore la grève donc cette grève de millions d'ouvriers qui exprime un refus simultané du syndicalisme, puisque la CGT essaye de contrôler le mouvement, mais elle
Elle a du mal à y arriver, mais surtout un refus de la condition ouvrière, puisque en fait, arrêter le travail, c'est avant tout le refus de la condition ouvrière, pour les situationnistes. Alors comment la société du spectacle se réorganise après cet ébranlement de mai 68 ? Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 et 80 ? Comment est-ce qu'elle va arriver à contrer cette contestation et puis même à l'intégrer à son propre développement ? Pour répondre à toutes ces questions, en 1988, Debord va revenir sur le concept qu'il avait forgé dans les années 50 et 60 en écrivant un ouvrage qui s'intitule « Les commentaires sur la société du spectacle ». Et ce qu'il va exposer dans ce livre, c'est le fait que les deux systèmes qui dominaient le monde dans l'après-guerre, à l'Est et à l'Ouest, donc le spectaculaire diffus et le spectaculaire intégré, ces deux modèles-là sont en train de fusionner. C'est intéressant de voir qu'il écrit ça juste avant la chute du mur. Ces deux systèmes sont en train de fusionner pour constituer un troisième type de société qui est ce qu'il appelle le spectaculaire intégré. Par spectaculaire intégré, Debord entend le fait que le spectacle ne s'en tient plus à produire des représentations afin que les individus y adhèrent. En fait, le spectacle est maintenant en train de transformer la réalité sur son propre modèle. Il est en train de remodeler la réalité pour la faire ressembler aux représentations qu'il mettait jusque-là en circulation. Donc le spectacle s'est intégré à la réalité, c'est pour ça qu'il parle de spectaculaire intégré, et il s'est intégré à la réalité en l'irradiant, comme dit Debord. Mais alors on peut se demander par quels moyens, en fait, comment ça se produit. Et c'est là où Debord apporte un élément nouveau dans sa réflexion. Il souligne le rôle déterminant du développement technique et scientifique dans le passage au spectaculaire intégré. Il est évident que pour lui, la société du spectacle reste ce qu'il appelle, je cite, le règne autocratique de l'économie marchande. Mais Debord n'hésite pas à remonter jusqu'aux racines technologiques du mode de production capitaliste. C'est-à-dire qu'il remonte jusqu'aux procédés qui ont permis la révolution industrielle, le remplacement des objets de consommation courante par des ersatz, mais aussi le contrôle technique et policier des hommes, des forces naturelles. Contrôle, dit-il, dont les erreurs grandissent juste aussi vite que les moyens. D'où les crises écologiques, les catastrophes, etc. Et en 1988, donc, les commentaires sur la société du spectacle identifient le renouvellement technologique incessant parmi les traits caractéristiques du spectacle. Alors je vais juste citer un petit passage du livre qui est très clair et qui montre bien ce que signifie cette importance de l'évolution technologique accrue, accélérée pour l'évolution du spectacle lui-même. Je cite Debord. Une loi générale du fonctionnement du spectaculaire intégré, tout au moins pour ceux qui en gèrent la conduite, c'est que dans ce cadre, tout ce qu'on peut faire doit être fait. C'est dire que tout nouvel instrument doit être employé quoi qu'il en coûte. L'outillage nouveau devient partout le but et le moteur du système. Et cet outillage sera seul à pouvoir modifier notablement sa marche chaque fois que son emploi s'est imposé sans autre réflexion. Donc on a une bonne illustration de, par exemple, la mise en œuvre de moyens technologiques comme l'informatique dans tous les domaines, même là où ils ne sont pas indispensables, et où on pense la solution au problème que pose la mise en œuvre de ces moyens uniquement par le recours accru à ces mêmes moyens. On pourrait prendre un autre exemple que Debord cite dans un texte un peu plus ancien, c'est le fait que, en réponse aux catastrophes engendrées par la technologie moderne, on pense à un surcroît de technologie, à une sorte de fuite en avant dans le progrès technique. Et pour Debord, la conséquence d'un tel déploiement des technologies dans tous les domaines, c'est le phénomène suivant. Je cite encore une fois un extrait des commentaires sur la société du spectacle. Hormis un héritage encore important mais destiné à se réduire toujours, héritage de livres et de bâtiments anciens, qui du reste sont de plus en plus souvent sélectionnés et mis en perspective selon les convenances du spectacle, il n'existe plus rien dans la culture et dans la nature qui n'ait été transformé et pollué selon les moyens et les intérêts de l'industrie moderne. La génétique elle-même est devenue pleinement accessible aux forces dominantes de la société. Alors c'est un passage qui en plus a une résonance particulière quand on pense par exemple aux OGM ou à des expériences de ce type-là. Autrement dit, pour Debord, le spectacle est littéralement en train de fusionner avec le monde environnant en le recomposant technologiquement sur son propre modèle. Et on peut en voir la traduction aussi bien dans la falsification de l'alimentation par le système agro-industriel que dans le développement de ces procédés qui sont d'ailleurs issus du monde soviétique et des pays de l'Est, que sont la désinformation, le mensonge d'État, camouflé sous la volonté de transparence qui est invoquée en permanence. Il ne faut jamais oublier que transparence, ce concept est importé en fait de la perestroïka en Russie.
Alors, je serais tenté de donner une image supplémentaire pour finir du spectaculaire intégré. Une image que Debord n'avait pas prévue, un phénomène que Debord n'avait pas prévu, mais que sa théorie nous donne les moyens d'analyser. Le fait qu'à travers le développement d'Internet, des blogs, des sites de partage d'images et de vidéos, aussi à travers les réseaux sociaux tels que Facebook, le spectacle est devenu généralisé et surtout immanent à la vie sociale. C'est-à-dire que dorénavant, et c'est ça à mon avis l'apport de Debord dans les années 80, ce n'est plus une autorité extérieure comme l'État ou l'entreprise capitaliste qui émet une image sociale qui est donnée à contempler. En fait, c'est l'ensemble de la population qui, par l'intermédiaire évidemment de ces entreprises, se donne en spectacle à elle-même de manière volontaire. Chacun est devenu les gestionnaires de sa propre image, d'abord vis-à-vis de soi-même dans une sorte de narcissisme technologiquement assisté, ensuite à travers le regard des autres en tant que public. Et on voit bien ici comment le spectacle a intégré finalement les sphères les plus intimes de la vie ordinaire, puisqu'il a colonisé jusqu'à la manière qu'ont les gens de se rencontrer, de parler, de s'aimer, etc. Alors, Debord, à la fin de sa vie, pose tout de même la question: quelles sont les possibilités de changer l'ordre social qui s'offre à ceux qui ne se réduisent pas à admettre cette situation? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les écrits de Debord, de 88 à 94, à son décès en 94, ces écrits ne sont pas très optimistes. Ça ne signifie pas non plus, comme on peut le lire chez beaucoup de commentateurs, que Debord, par exemple, aurait perdu l'espoir dans un changement de la société, un changement révolutionnaire. Pour mémoire, en épigraphe des commentaires sur la société du spectacle, il y a une citation que Debord a mis là sciemment, qui est une citation empruntée au stratège chinois Sun Tzu. Je vous la donne. « Quelque critique que puissent être la situation et les circonstances où vous vous trouvez, ne désespérez de rien. C'est dans les occasions où tout est à craindre qu'il ne faut rien craindre. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il ne faut redouter aucun. C'est lorsqu'on est sans aucune ressource qu'il faut compter sur toutes. C'est lorsqu'on est surpris qu'il faut surprendre l'ennemi lui-même. » Alors, ça va être ma conclusion, mon dernier mot. Quelles sont les lignes de rupture qui traversent la société du spectaculaire intégré, telle que Debord l'a décrit dans les dernières années de sa vie? On peut dire qu'il en repère finalement deux, qu'on peut regrouper de la manière suivante. D'une part, il y aurait les contradictions internes, qui sont propres à la société du spectacle, et d'autre part, les contradictions externes. Du côté des contradictions internes, Debord repère notamment celles qui sont liées au moment de crise de cette économie autocratique devenue folle. Les crises économiques, les crises écologiques, les crises sanitaires, etc. Par le scandale que ces crises soulèvent, elles peuvent ébranler les individus en les faisant sortir de leur adhésion aux rôles sociaux préfabriqués qu'ils adoptent au quotidien. Mais les solutions qui peuvent être avancées à ces crises ne doivent pas conduire à rêver, par exemple, d'un retour à une forme de capitalisme qui serait celui des Trente Glorieuses, c'est-à-dire au maintien de la société du spectacle dans une forme plus apaisée, ce fameux capitalisme régulé à visage humain qui est souvent vanté à gauche. Au contraire, pour Debord, il s'agit de sortir du système. Et cela ne peut se faire qu'en s'appuyant sur ce qui est étranger au système. Ce qui, dans l'être humain, reste encore non aliéné, ce qui subsiste de vivable dans certains environnements naturels et urbains, et dans cet héritage encore important de livres et de bâtiments anciens dont il parlait dans les commentaires, un héritage qui donne une idée et même un contre-exemple de ce que pourrait être une société non capitaliste ou non spectaculaire. Et c'est finalement cette contradiction externe entre la société du spectacle et ce qui lui est extérieur qui peut constituer la base culturelle, anthropologique et on peut même dire existentielle pour inventer d'autres rapports sociaux qui dépasseraient le cadre institué du spectaculaire intégré. Voilà.